Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour allie technique, savoir-faire et sophistication. Architecte d'intérieur, décoratrice et designer, à la tête de son propre studio et de sa ligne de mobilier avec son tandem de toujours, son mari. Son entreprise a d'ailleurs reçu le prestigieux German Design Award en 2025. Elle place l'humain et le dialogue au cœur de ses projets et elle a un rendu unique. Bonjour Emmanuelle Thamin. Bonjour Geneviève. Je dis un rendu unique parce que, alors, on va pas le cacher, ceux qui nous écoutent, avant qu'on démarre, je disais que j'ai été invitée par des propriétaires dont vous avez repensé tout le projet de l'appartement qu'ils occupent aujourd'hui. Et effectivement, la chose que j'ai dite en premier, c'est ça c'est unique. Mais c'est quoi qui est unique ? C'est aussi cet échange avec ceux qui vous rappellent à vous, non ? Tout à fait. Alors, ce qui est unique, c'est cette rencontre. Ouais. Finalement, un projet, il naît d'une rencontre. Et la rencontre, elle est entre donc, nous, en tant qu'architecte d'intérieur, et un client. Et ce client, il arrive avec son bagage personnel, avec son histoire, avec ses goûts, avec sa culture. Et c'est notre rôle de rentrer dans cet univers. Quand on démarre un projet, la première phase, c'est l'écoute. C'est très, très important, l'écoute. Moi, c'est quelque chose, en général, dans ma vie, que j'essaye de rendre prioritaire, écouter les autres. Dans le cas de mon métier, c'est indispensable. Ouais. On ne peut pas arriver et imposer un style et dire, voilà, j'ai déjà en tête ce que je veux faire. Voilà, c'est pas possible. On a face à nous des personnes qui ont un vécu. Et il faut prendre en compte ce vécu, il faut essayer de le comprendre. Et à partir de là, ça permet d'ouvrir les portes d'un nouveau projet, d'un nouvel habitat. Ouais. Ça ouvre l'espace de conversation. Hein, exactement, en fait. C'est ça. C'est de comprendre qui ils sont. Dans le cas que vous évoquez, par exemple, on a eu la chance d'être invité par ses clients dans une maison qu'ils avaient refaite. Dans un autre pays, ailleurs, exactement, et d'y passer du temps. Et ça peut paraître anodin, mais de vivre dans un endroit, même si ce n'est pas l'endroit qu'on a refait, parce que là, on parle d'un appartement à Monaco, et là, c'était une villa à l'étranger, mais de vivre dans un endroit qui est habité par ces personnes, nous a permis aussi de comprendre encore mieux leur mode de vie, leurs priorités, les teintes qu'ils aiment. Alors je parle des teintes parce que là il s'agit d'un projet où c'est quand même particulièrement, c'est particulièrement coloré, mais pas n'importe quelle couleur, des couleurs justement triées sur le volet, choisies pour que eux se sentent bien. Parce que la couleur, c'est très important, c'est ce qui permet d'avoir une sensation de bien-être ou pas. Et donc, c'était primordial pour nous d'avoir cette compréhension-là, et on l'a intégré. On avait déjà un petit peu démarré le projet avant d'aller dans cette maison, et on l'a intégré, on l'a un petit peu adapté aussi sur certaines choses, parce qu'on a eu cette compréhension fine. Alors, bien évidemment, on ne peut pas aller toujours vivre quelque temps chez nos clients, mais je l'explique pour faire comprendre que rentrer dans l'intimité, et je le dis dans le sens positif du terme, rentrer dans l'intimité, c'est ouvrir la porte à un projet qui sera ce que ces personnes-là veulent. Et ce, surtout dans le quoi elles vont se sentir bien. Et c'est très différent selon les personnes. Nous, aujourd'hui, on fait des choses qui n'ont rien à voir. Des styles vraiment qui peuvent être... Alors, c'était ça. Je vous écoute et je me dis... quelle qualité on doit développer, qu'est-ce qu'on apprend comme technique pour pouvoir s'adapter et proposer à différentes sensibilités ou différents goûts des choses qui vont dans le sens de l'histoire qu'ils ont envie de raconter, parce que c'est pas toujours simple, ça. C'est pas toujours simple. Je sais pas si on l'apprend vraiment. En fait, ce qu'on apprend dans les écoles, ça va être la technique, ça va être les méthodes de construction, voilà, des choses rationnelles, on va dire. Cette compréhension-là, elle est plus irrationnelle. On est entre la psychologie, il y a une part de psychologie dans notre métier, et aussi la culture. Je pense qu'il faut à un moment avoir beaucoup voyagé, avoir beaucoup lu, avoir beaucoup vu d'œuvres d'art ou écouté de musique
pour pouvoir avoir cette ouverture-là qui permet de comprendre l'univers du client. Quand je vous disais tout à l'heure, voilà, dans telle pièce, on a utilisé un papier peint panoramique qui a été mis entre des colonnes à chapiteaux qui étaient préexistantes dans cet appartement. Et je vous ai dit, ça me fait penser à un palais colonial. On ouvrirait les fenêtres et on regarderait à travers la loggia le paysage environnant. Et ça, finalement, cet univers-là, il vient de lecture que j'ai pu avoir, d'illustration que vous avez vu, voilà, c'est un ensemble. Je pense que dans le cerveau d'un architecte d'intérieur, il y a tout ça. Il y a à la fois la technique qui a été apprise et il y a à la fois ce bouillon culturel qui est indispensable, sinon on n'arrive pas. On se retrouve là-dedans parce que qu'est-ce qui fait la patte de l'architecte d'intérieur alors ? Parce que je comprends cette nécessité de s'adapter, d'inventer un univers qui correspond à l'autre, au client. Mais qu'est-ce qui fait sa patte alors ? Alors, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, une rencontre. Donc, la rencontre entre le client et l'architecte. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement les goûts du client et que l'architecte n'aurait pas sa patte. Au contraire, l'architecte, il a sa patte. Et finalement, ça nous arrive assez souvent d'avoir des personnes qui visitent des appartements qu'on a refaits, qui nous disent « Ah, tiens, ça c'est du Tama Architecture ». Ce qui veut bien dire que même si, évidemment, on s'adapte à chaque client, il y a quand même une sorte de fil conducteur qu'on retrouve. Je prends pour exemple, vous m'en avez parlé tout à l'heure, toujours dans cet appartement, d'un grand placard dans la chambre principale qui dissimule une porte. Et quand on ouvre cette porte, au lieu de trouver une penderie, ce à quoi on pourrait s'attendre, on trouve une salle de bain. Une salle de bain, très lumineuse et très particulière aussi. Dans un style complètement... Enfin, un univers complètement différent de celui de la chambre en plus. Tout à fait, voilà. Et cet escamotage, si on peut l'appeler comme ça, finalement, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent dans pas mal de nos projets. On l'a utilisé dans un projet pour lequel on a eu d'ailleurs la récompense, le German Design Award. Est-ce que ça a pesé dans la balance au niveau du jury ? Peut-être. En tout cas, ça a été remarqué. C'est-à-dire d'avoir ce système de toute une paroi qui est revêtue. Elle peut être revêtue de bois, elle peut être revêtue avec des couleurs, comme vous avez vu, elle peut être... Voilà. Quel que soit son revêtement, et dans laquelle on ne s'attend pas à trouver quelque chose derrière. On l'a utilisé ça dissimule pas. Ça ne dissimule pas, ça laisse la place à l'imagination. Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte ? Y a-t-il un tout petit espace ? Y a-t-il un autre appartement ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, en l'occurrence, quand on entre dans cette chambre, on ne pense pas qu'il y a une autre pièce attenante. Exactement. Pas du tout. Exactement. Il y a vraiment... et je pense que cet effet de surprise, ça contribue aussi. Il y a un côté théâtral. Il y a un côté théâtral, effectivement. Vous disiez tout à l'heure, il faut beaucoup de culture, il faut beaucoup visiter de musées, il faut beaucoup voir de choses, d'écouter de musique, etc. On dit souvent que l'architecture, et notamment l'architecture d'intérieur, c'est un métier d'art. Tout à fait. C'est une autre facette de l'art. C'est l'art en réalisable, en techniquement faisable. C'est-à-dire qu'un artiste, il ne va pas avoir de limite à son imagination. Un architecte, il aimerait bien ne pas avoir de limite, mais à un moment, il y a la réalité qui s'impose. Il faut que les idées qu'on imagine puissent se faire. Et c'est là toute la complexité du métier, c'est qu'on fait des œuvres d'art qui s'habitent. Et donc... On parlait du design, on parlait du fait que vous étiez aussi designer. Les objets qu'on peut utiliser, on parlait de tables tout à l'heure, etc., d'agencement de cuisine. Enfin, là, évidemment, c'est la femme qui parle. Je me dis, enfin, en tout cas, la personne qui aime cuisiner, je me dis, c'est bien d'avoir une cuisine sympa, imaginative, etc., mais encore faut-il qu'elle soit... Fonctionnel, c'est ça, tout à fait. Il y a un enjeu là aussi. C'est exactement fonctionnel et ergonomique. L'ergonomie, c'est très important. L'ergonomie, ça va être comment on se déplace. Ça s'apprend l'ergonomie ? Ça s'apprend, ça s'observe aussi. Ça s'observe beaucoup. Il faut toujours se remettre en cause. C'est un métier où il ne faut pas partir sur des acquis. Il faut toujours se remettre en cause, se poser des questions. Quand on est soi-même dans un espace, se dire est-ce que ça fonctionne ? Et là, je parle d'un espace, je ne sais pas, quand on est dans un hôtel ou quand on va... Voilà, je ne parle pas d'un espace qu'on aurait conçu, mais d'un espace, entre guillemets, qui nous est imposé. Enfin, voilà. De se dire, est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'au final, il y a quelque chose qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce que, si j'avais à le faire, j'aurais amélioré. Et il y a cette question de l'ergonomie qui est importante, justement, qui est importante depuis
la conception effectivement d'une cuisine, jusqu'à un siège, une banquette. Voilà, on vit dans l'ergonomie. Les hauteurs des meubles. L'espace entre. Tout à fait, les passages, les prises de main, l'ergonomie d'une poignée. L'ergonomie, elle va jusqu'au détail, en fait. Et ça, c'est primordial parce qu'après, c'est avec ça qu'on vit aussi. Effectivement, on vit dans, entre guillemets, une œuvre d'art. Enfin, le mot est fort, mais je l'évoque parce que vous parlez là. Une œuvre, en tout cas. Mais cette œuvre doit être fonctionnelle parce qu'on la vit au quotidien. Ouais. Donc, il faut penser à chaque détail. Où est-ce qu'on positionne l'interrupteur, comment se fait l'ouverture de tel ou tel placard. Voilà. Il faut que ce soit quand même facile, il faut que ce soit fluide. Il ne faut pas que ce soit une entrave, il faut que ce soit une aide au mouvement. Parce que l'ergonomie, elle vient du mouvement. Quelle est la taille de notre corps et comment on se meut dans l'espace et quels sont les objets ou les agencements qui permettent de répondre à ce besoin primitif de l'être humain. Oui, et puis surtout, ça change tout quand on a un espace où on se sent bien, pas uniquement visuellement, où on se sent bien, ça change tout dans le ressenti qu'on... Tout à fait. Parce que vous avez des clients avec lesquels vous faites des retours une fois qu'ils s'en sont installés et ils vous font des retours? Oui, bien sûr, ça nous arrive, mais généralement c'est positif, heureusement. Bah, oui. Non, mais est-ce que vous reparlez de ça? Ah oui, on reparle de ça et on a généralement cette satisfaction de voir que ce qu'on a conçu est agréable à vivre. Et finalement, c'est la plus grande satisfaction. Parce que c'est ça Et vous parliez tout à l'heure de la vision, effectivement, tout ce qui est... voilà, l'esthétique, le choix des coloris, des matériaux. Là, on est sur la vision, on l'a vu. Mais l'architecture, c'est un ensemble de sens, en fait, qui sont mis en œuvre. Et il y a un sens, je pense qu'on oublie un peu, qui est le toucher. Le toucher, oui. C'est très important, le toucher. La manière dont on va percevoir la qualité ou non d'un espace passe aussi par le toucher. On touche un interrupteur, on touche une poignée, on touche le dossier d'un fauteuil. Ouais. Et ce côté sensoriel, il nous parle de manière un peu plus instinctive et moins rationnelle que la vue. Et il participe à l'expérience générale quand on rentre quelque part. Nous, on essaye de jouer aussi sur ce côté-là pour apporter des émotions. Alors, les émotions, quand on prépare un projet, j'imagine, en plus, alors, on l'a pas encore... Enfin, si, on l'a dit en introduction, vous travaillez en couple. Tout à fait. C'est un peu la particularité de notre agence. C'est-à-dire que c'est moi et mon mari, Michele, qui avons fondé cette agence d'architecture d'intérieur. En fait, on a une histoire assez particulière parce qu'on s'est rencontrés sur les bancs de l'université d'architecture de Florence. Ah. Voilà. Oh, quel bel endroit, Florence, pour étudier l'architecture, quand même. Effectivement, c'est un endroit privilégié. Moi, à la base, j'avais étudié l'architecture à Strasbourg, dans une école à la fois ingénieur et architecte, donc quelque chose de très technique, très scientifique. Pas très artistique. Alors, ça me manquait. Voilà, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça. Florence, alors. Exactement. Quand j'ai pu faire une partie de mon cursus à l'étranger, j'ai pas beaucoup hésité. Et je me suis dit que c'était vraiment Florence qui me manquait, à la fois pour le côté donc artistique, effectivement, patrimonial aussi. Ouais. Patrimonial parce que là-bas vous avez des bâtiments magnifiques et le poids de l'histoire. Quel sens d'inspiration. Oui. Exactement. Bah oui. Forcément. Et donc vous vous rencontrez sur les bancs de l'école à Florence. Exactement. Enfin de l'école. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas une école, c'est une université. Oui, alors en France, on les appelle des écoles d'architecture. En Italie, c'est des universités. C'est un petit peu différent. C'était juste pour définir la catégorie d'âge. Vous n'avez pas 15 ans, quoi. On avait 20 ans. Oui. Voilà. Ah oui, vous êtes déjà en ce qu'on appelle un troisième cycle. Vous êtes déjà... C'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'était même d'ailleurs au cours d'une visite d'un bâtiment historique. C'était même pas sur les bancs concrètement. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'épisode 15 de Emmanuel à Florence. Tout à fait. Non, mais voilà, c'est important de le dire parce que derrière, il y a vraiment une histoire qui s'est construite. Ouais. C'est-à-dire effectivement une histoire personnelle, bien évidemment, parce que mais ensuite, ce qui vous rassemble, c'est ça. Mais ce qui nous rassemblait, c'était vraiment déjà, du début des premières minutes, la passion de l'architecture.
Et cette passion, on l'a développée en commun du début parce que, bon, aujourd'hui, on travaille ensemble, mais à l'époque, on a fait des projets ensemble. Ah oui. On a fait déjà des duos, on rendait des Oui, parce que c'est vrai que dans ces écoles-là, on rend des projets. Oui. C'est-à-dire que les travaux qu'on vous demande de faire, c'est pas de rendre des copies, c'est de rendre des projets. C'est de rendre des projets, c'est de partir, alors je dirais pas d'une feuille blanche, mais d'un terrain. Souvent, c'est ça, un terrain. Et de construire une architecture et à partir de là, de faire une maquette, de faire des images, voilà, pour montrer quel a été notre concept fort. Et déjà, à cette époque, on travaillait ensemble. Donc, on a compris qu'on était complémentaires. C'est déjà beaucoup. Alors, quand on est complémentaires personnellement et professionnellement, c'est déjà beaucoup. C'est sûr, tout à fait. Ça tord un peu l'idée reçue selon laquelle, aujourd'hui, pour s'affirmer quand on est une femme dans un métier, il faut le faire par soi-même. Enfin, oui, alors là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble. Là, effectivement, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'affirmer en tant que femme. Attention. Ouais. C'est un peu le sens de ma question. Parce qu'on a cette image en tête que l'architecture, et notamment l'architecture d'intérieur, c'est un monde très masculin. L'architecture d'intérieur et surtout la construction, parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, effectivement, il y a toute une partie de conception, mais derrière, nous, quand on fait un projet, après, voilà, on le suit. Là, dans celui dont on parlait, il a fallu refaire l'appartement. Tout à fait, il a fallu refaire. Il a fallu refaire les volumes. Exactement, casser. Alors, les cloisons n'ont pas été modifiées, mais on a cassé les sols, on a cassé les plafonds, on a refait l'éclirage. Il y a tout ce côté technique. Il a fallu refaire l'électricité. Moi, les propriétaires m'ont raconté qu'il a fallu le remettre aux normes, c'était un appartement qui était très ancien, dans un immeuble assez ancien, et qu'il fallait complètement le remettre aux normes, et que ça a été un très très gros travail. C'est des mois. C'est des mois de travaux, et ça signifie que pratiquement tous les jours, on doit passer sur le chantier et vérifier que tout est conforme à ce qui a été projeté. C'est très important, et même des détails de technique qu'aujourd'hui, évidemment, on ne voit plus, mais qui permettent qu'aujourd'hui, le résultat final soit ce qu'il est. Oui, c'est-à-dire qu'on a un appartement dont on a l'impression qu'il est dans son jus, alors que pas du tout. Ah non, là, pour le coup, tout a été refait. Tout a été refait pour être aux normes. C'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'on a justement cette impression d'avoir un espace très préservé, qui n'a pas été détruit, qui est ce qu'il a toujours été, mais avec une touche de modernité. En tout cas, on voit qu'il a été refait, on voit qu'il Tout à fait. Mais par exemple, je prends un exemple tout bête qui est technique, mais vous ne voyez pas de climatisation. Non. Pourtant, il y en a. J'étais en train d'y penser. Je me suis dit, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Eh oui. Enfin, il y en a. Ils sont dissimulés par des astuces qui permettent de faire en sorte que ce soit derrière une corniche, dans un placard, voilà. Tout est dissimulé. Et cette technicité-là, qui est rendue nécessaire par le niveau de standing qu'on s'impose dans tous les appartements qu'on refait, on essaye d'avoir un niveau élevé qui correspond aux exigences de la clientèle monégasque. Et ce niveau de standing-là, il nécessite forcément de cacher la technique. Et donc, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué techniquement. Et donc, oui, pour revenir à la question en tant que femme, il faut s'imposer quand on arrive sur un chantier. Là, pour le coup, effectivement, l'agence, on l'a fait à 2, mais après, chacun gère ses propres chantiers. Ah oui. Donc, on est seul sur un chantier, il faut s'imposer. Après, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aller sur les chantiers, j'aime beaucoup gérer le côté construction, parce que je vois la mise en œuvre, je suis toutes les étapes, et j'ai jamais ressenti de problème particulier du fait d'être une femme. En fait, je me pose même pas la question. Parce que voilà, c'est ça le point. De l'extérieur, on a l'impression que, mais est-ce que la réalité, c'est cette difficulté de relation? Non. Ça dépend comment vous vous présentez, mais moi, quand je rentre sur un chantier, je me dis pas je suis une femme, en fait. Je me dis je viens là pour suivre la technique, donc c'est ça. J'ai pas cet a priori moi-même. Il faut connaître son métier. Ah oui, mais ça vaut pour tous. Ça vaut pour tous. Homme ou femme, il faut arriver en sachant de quoi on parle. C'est la seule manière de, entre guillemets, de se faire respecter et de bien se comporter vis-à-vis des personnes qu'on a en face. Quand je dis se faire respecter, c'est au sens faire respecter le projet. Voilà. Et il n'y a que en sachant de quoi on parle. Homme ou femme, ça change finalement pas grand-chose. Il faut arriver avec une assurance qui est nécessaire et qui vient du fait d'avoir en amont
vu tous les aspects du projet, d'avoir compris voilà, la technique, d'avoir compris quel est le résultat final qu'on veut. Et si on a les idées claires, on arrive en sachant ce qu'on veut et tout le monde le ressent. Voilà. Non, ben, c'est sûr. Ça confirme ce qu'on dit toujours. Hein. C'est avant tout une question de posture, une question de volonté personnelle et d'affirmation de soi, sans passer dans la revendication. Non, pas du tout. Pas, ce que vous dites, c'est pas vous revendiquez rien d'autre que le fait de connaître votre métier. Exactement. Et peut-être même que d'être une femme, ça se passe peut-être même plus facilement des fois, au sens où il y a une approche qui est moins frontale. Voilà, peut-être entre guillemets un peu plus douce, mais voilà, c'est plutôt pour dire que on n'est pas dans la confrontation justement, on est plus dans la construction. S'il y a un problème, on le résout. Il y a forcément des problèmes qui arrivent, des aléas, voilà. Mais on est là pour le résoudre. On n'est pas là pour... c'est Churchill qui disait, hein, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Quoi. Donc, on peut toujours trouver une solution. Ça, c'est sûr. Est-ce que... alors, vous rencontrez à Florence. Est-ce que vous venez à Monaco tout de suite ? Alors, on a déjà terminé nos études. Et ensuite, oui. Oui, on est arrivé à Monaco de suite après avoir terminé nos études. Ah oui. Donc, c'était un choix. Monaco, c'était un choix. Oui, c'était un choix. C'était un choix, tout à fait. Nous, à la base, on n'est pas originaires d'ici. Ni vous ni lui ? Ni moi ni lui, effectivement. Moi, par contre, je connaissais très bien la région depuis que j'étais petite, venir à chaque vacances. Donc voilà, c'était un endroit que je connaissais, que j'appréciais énormément. Et ça a été presque une évidence. Alors, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, on est à moitié un petit peu entre la France et l'Italie. Voilà. Donc, il y a quand même ce mélange de nos cultures communes. Et puis aussi parce que il y a quand même architecturalement, moi j'ai toujours été frappée par ça à Monaco depuis que j'étais petite et que je regardais autour de moi, que j'avais déjà un peu l'œil de l'architecte, ça fait longtemps que je veux faire ça. Et j'étais frappée par ce mélange à la fois d'architecture ancienne et d'architecture très contemporaine. Je me rappelle avoir fait des photos quand j'étais plus jeune où on voyait une villa 1900 et une tour derrière et d'avoir cette juxtaposition. Qui me fascinait finalement, parce que moi j'aime à la fois le contemporain et l'ancien, on n'a pas à choisir, on a au contraire à composer avec les deux, et Monaco me plaisait pour ça, donc ça a été une évidence. Donc c'est un univers avant tout, c'est un univers qui vous plaît. C'est ça, un univers, bon évidemment une qualité de vie aussi, hein, ça on va pas se le cacher. C'est sûr. Vous dites, j'ai toujours voulu faire ça, en fait, vous vous souvenez du moment où vous avez décidé ? Ah oui, j'avais 7 ans. Alors le jour précis... Le jour précis, non, je m'en souviens pas. Mais je me rappelle que j'avais 7 ans. On dit que c'est l'âge de raison, 7 ans. Alors, est-ce que peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. Ça a été une évidence. Je n'ai jamais dévié de cette... Jamais. Non, de cette volonté-là. C'est quand même... Vous pensez que c'est une chance d'avoir trouvé votre voie aussitôt ? Ah bah oui. Oui, parce que je suis arrivée en école d'architecture, je savais déjà beaucoup de choses. En fait, j'avais déjà lu, quand j'étais adolescente, je lisais des livres d'architecture, je regardais des plans, je redessinais des façades que je trouvais dans des livres. Enfin, cette passion, je l'ai toujours eue. Donc oui, je suis arrivée déjà avec un bagage, en fait. Et c'est un bagage qui a besoin d'être très complet ? Vous diriez qu'il faut vraiment habituer son œil et son esprit à tout ça ? Ah oui, il a besoin d'être complet, puis il a besoin d'être renouvelé en permanence. Ouais. Voilà, il ne faut pas se dire c'est bon, j'ai eu mon diplôme, je ne me pose plus de questions, pas du tout. Il faut constamment être en train de lire des revues, des livres, de s'intéresser aux nouveautés et aux évolutions, parce que c'est quand même un domaine qui évolue assez rapidement. Et vous avez un bâtiment ou un endroit comme ça dans le monde qui vous est... Alors, plus qu'un... On a tous une référence, mais... Oui, bon, moi je citerai plutôt des grands noms de l'architecture qui m'ont beaucoup marqué. Alors moi, étrangement, je ne suis pas très fan de Le Corbusier. On en parle beaucoup et c'est vrai que j'ai osé le dire quand j'étais en entretien d'embauche pour rentrer, pas d'embauche, d'école. En entretien pour l'école d'architecture. Et je ne savais pas que je rentrais dans une école où beaucoup de professeurs aimaient Le Corbusier et moi j'ai osé dire, écoutez, moi assez naïvement, mais c'est pas mon architecte préféré, on en parle beaucoup. Pour moi, c'est trop rectiligne, trop de béton. J'avais une grande admiration, je l'ai toujours, pour un des pionniers de l'architecture qu'on appelle organique, qui est Frank Lloyd Wright, architecte américain,
qui a le premier initié un dialogue entre l'architecture et son environnement, l'architecture et la nature autour, sur les orientations des bâtiments par rapport au point de vue qu'on peut avoir sur le paysage, les matériaux. Voilà. Vous n'êtes pas Niemeyer, vous, alors hein? Pas trop. Alors après, attention, hein, Niemeyer, il y a des formes courbes qui sont intéressantes. Ouais. C'était plus sur le côté... Parce que Sao Paulo, quand même. Oui, c'est magnifique. Non, mais après, voilà, Niemeyer, il y a le côté courbe que j'apprécie. Un autre architecte que j'admire énormément et que j'ai eu une chance folle de rencontrer la semaine dernière, c'est Emilio Ambas. Emilio Ambas, qui est un architecte argentin qui est venu faire une conférence au CREM, dont je suis membre. Ça c'est Monaco. Hein. Ça, voilà. Ça, c'est la magie de Monaco. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un que j'admire énormément. Pendant toutes mes études, pour moi, c'était un héros. Et quand j'ai su qu'il faisait une conférence au CREM, d'ailleurs, il habite ici à Monaco, j'étais extrêmement honorée de pouvoir le rencontrer et qu'il nous fasse partager sa vision, parce que c'est quelqu'un vraiment de visionnaire qui a amené... l'architecture verte dans la ville. Et ce qu'il a fait est extraordinaire. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Parce que, Odésier, on s'installe à Monaco parce que c'est une évidence pour nous, entre l'univers, la proximité avec l'Italie, la France, etc. Est-ce que vous vous doutiez que vous alliez traverser ou croiser autant de profils, de gens différents, de nationalités différentes? Non. Honnêtement, j'en avais une vision qui était une vision partielle. Et en y habitant, j'en ai une vision beaucoup plus complète. Et il y a effectivement ce côté cosmopolite dont je ne me doutais pas et qui est très enrichissant et qui permet justement une ouverture d'esprit qui est souhaitable, qui est nécessaire dans notre métier, qui n'arrive peut-être d'ailleurs pas dans tous les endroits du monde, mais en tout cas ici on a la chance que ce soit le cas. Et ça permet, ça ouvre le champ des possibles. C'est vrai que ça ouvre le champ des possibles. Est-ce que alors ça c'est le côté positif. Est-ce que c'est pas un challenge supplémentaire finalement? Je pense que c'est plutôt une chance. Quand on arrive, déjà il faut arriver avec un bagage, voilà, comme on disait tout à l'heure, un bagage culturel pour déjà soi-même être prêt à recevoir et voilà, à accueillir. Il faut avoir un terrain quand même. Hein. C'est ça, il faut avoir un terrain, une ouverture d'esprit soi-même. Mais ensuite, moi je trouve ça fascinant et passionnant de rencontrer des personnes qui ont eu des parcours très variés, qui ont habité un peu partout dans le monde et qui eux-mêmes sont prêts à la nouveauté, sont prêts à... voilà. Vous travaillez en anglais ? On travaille en anglais, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des clients anglais. Donc eux aussi, on a eu un client anglais qui était anglais mais qui venait d'Inde et lui aussi il est arrivé avec son univers. Voilà, donc à chaque fois c'est des rencontres, chaque rencontre est unique et c'est ça qui nous nourrit en fait. C'est sûr que si on faisait toujours la même chose, au bout d'un moment on s'ennuierait. Hein. Si on avait toujours le même type de client et qu'on faisait toujours le même type de rénovation, voilà, on serait moins motivés nous aussi. Hein, il faut. Comment vous vivez ça alors? Parce que quand on travaille en couple, on a aussi cette idée que quand on travaille en couple, on fait rien d'autre finalement que travailler. Alors, c'est pas qu'on fait rien d'autre, mais c'est que ça ne s'arrête jamais vraiment. Parce qu'il y avait, à votre place, il y avait Kika Prête qui travaille avec son mari pour APM Monaco, et elle me disait bon, même quand on le souhaite, finalement. On en parle. C'est ça. On souhaite parler d'autre chose et puis ça revient. Quoi. Oui, et puis nous, c'est un travail, si vous voulez. C'est pas juste un travail, c'est une passion. Ouais. Et donc la passion, elle nous suit chez nous. C'était ce que disait Kika aussi, on fait ça par passion. Donc nécessairement, quand on voyage, voilà, je prends un exemple, on voyage, on va dans des hôtels, on se fait la réflexion. Ah oui... Tel tissu, il est bien choisi, ou au contraire, j'aurais pas fait de cette manière, ou regarde comment ils ont fait pour intégrer telle ou telle chose. Enfin, forcément, on a cette réflexion-là. Quand on est chez nous et qu'on prend un livre dans la bibliothèque et qu'on commence à lire quelque chose sur un architecte, on a envie de partager ça. Donc, on va en parler entre nous. Donc, c'est pour ça, on dépasse vraiment la notion de travail au sens premier du terme, et on est plus sur une passion, sur un partage entre nous, et finalement c'est ça qui est beau aussi, parce que comme je vous disais, ce métier il s'inspire de tout ce qu'on fait, et aussi des voyages qu'on fait, aussi des inspirations qu'on a sur le moment, des fois d'une lumière, d'un détail. Les inspirations sont variées, hein. C'est pas en ouvrant un livre et en regardant ce que d'autres ont fait, hein. C'est pas du tout ça, c'est au contraire
c'est en se nourrissant de la forme d'une mode et nature sur un bâtiment. Oui, ou de voilà. Des fois, est-ce que d'un chantier à l'autre, on apprend des choses? C'est-à-dire que est-ce qu'on le chantier suivant, on se sert de ce qu'on a vécu sur le chantier d'avant? Forcément. Ah Oui, toujours. Bah oui, forcément, parce que si on rencontre une difficulté et qu'on a dû réfléchir à comment résoudre le problème, à la fois suivante, on sait comment il faut résoudre cette question-là si on est face à la même difficulté. Donc oui, c'est un métier où on est en apprentissage permanent. Bon, ça doit et quand c'est même... ça qui est passionnant. ça doit quand même occuper beaucoup de temps. Est-ce que vous avez une idée de comment tout ça va évoluer? C'est quoi l'envie de Tama? C'est de continuer Bien sûr. à développer ça? C'est de continuer, c'est de faire effectivement toujours des beaux projets, de pouvoir accompagner des nouvelles personnes dans leur habitat. Justement, comment ça se passe? Comment on rencontre ces clients? Alors, c'est le hasard. C'est le hasard, c'est le bouche à oreille. Nous, principalement, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui va être content de ce qu'on a fait, qui va nous recommander un ami. Cet ami nous appelle. Vraiment, ou alors justement quelqu'un qui est allé manger voilà, tout simplement, parce que finalement notre vitrine c'est les appartements et les villas qu'on rénove. Donc quelle meilleure vitrine que d'être au milieu du travail qu'on a fait. Donc c'est en voyant ce qu'on a fait que les personnes nous appellent pour faire d'autres choses, pas forcément identiques justement, mais de cette qualité là. Voilà, justement ça vous vous dites parfois, s'ils espèrent que je vais faire la même chose, ça va être compliqué. C'est rare que les gens espèrent avoir exactement la même chose que leurs voisins. C'est vrai. C'est rare. Le même niveau de qualité, oui. La même chose, littéralement, non. Parce que le vrai luxe, c'est la personnalisation. Ouais. Et ici, on a un niveau d'exigence de la clientèle qui est tel que forcément chaque personne souhaite qu'on lui fasse son intérieur à lui, personnalisé. Et c'est ça qui est important. Et donc pour revenir à ce que vous disiez de quel est le futur, qu'est-ce que Tama Architecture souhaite faire par la suite, donc oui, continuer effectivement à faire des projets toujours de plus en plus beaux et de plus en plus grands, mais aussi développer une ligne de mobilier. C'est ce qu'on a déjà commencé. Alors oui, on n'a pas encore parlé de ça, mais il y a aussi ça. Oui. C'est quand même pas commun de se lancer en 2024, 23, je crois. Oui, ça a ouvert en 2022. Ouais, 2022, de se lancer dans une ligne de mobilier. Alors, c'est pas commun, mais nous, ça nous a paru naturel. Pourquoi? Alors, la genèse de tout ça, c'est qu'on avait, au cours des différents projets, dessiné beaucoup de meubles, des pièces uniques. Voilà, des pièces uniques, du sur-mesure, vraiment pour chaque client, pour chaque projet, qu'on avait dans nos archives. Ouais. Et puis, un jour, on s'est dit, finalement, ce serait peut-être bien de pouvoir le proposer, non pas seulement aux personnes à qui on a fait pour lesquelles on a fait les projets, mais de l'ouvrir de manière un peu plus vaste, de créer un catalogue. Et à partir de là, on a ressorti nos dessins et on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de proposer. Donc on a effectivement développé plusieurs collections avec à chaque fois des canapés, fauteuils, sièges, exactement. C'est assez varié, des canapés, des fauteuils, des tables de chevet, des commodes, des buffets. Et ça s'organise par collection, donc par esprit, par style. Et la particularité qu'on a quand même souhaité avoir, parce que nous, on est justement dans le luxe, dans la personnalisation, dans l'unicité, on a souhaité que chaque pièce, certes, elle a une géométrie prédéfinie, mais elle peut être personnalisable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, selon les besoins, modifier les dimensions. Ça peut être utile dans certains espaces où la pièce est un peu trop petite pour accueillir, ou au contraire elle est grande et il faut la meubler avec quelque chose d'un peu plus grand. Donc on adapte un petit peu les dimensions et surtout on peut adapter les matériaux. Donc là, le même fauteuil va se faire, là je pense justement à une collection qui marche très très bien, qui s'appelle Cassiopeia et qui a comme des fûts, comme des cylindres, un fauteuil avec des cylindres de chaque côté. Et ces cylindres, ils se font en marbre, en travertin, mais ils peuvent aussi se faire en chêne, en noyer ou en tissu. Voilà, donc c'est très varié. Et on peut même adapter un tissu qui aurait été choisi par le client pour un autre élément de décoration de sa pièce. Je prends l'exemple d'une cliente qui a un rideau d'un tissu, par exemple des dards, pour prendre une marque, mais ça peut être n'importe quelle marque. Elle nous dit, moi j'aimerais que vous fassiez ce fauteuil avec ce tissu-là. Ouais. Donc on crée une cohérence bienvenue dans le projet.
Vous disiez, on a ressorti nos dessins. Le quotidien d'Emmanuel et son époux, c'est quoi? C'est une planche à dessin? Alors bon, ça c'est un peu... c'est idéalisé. Oui, si on pouvait passer la journée à ne faire que des dessins. Ouais. Voilà, la réalité de l'architecte d'intérieur, c'est pas que les dessins. Il y a effectivement un moment de dessin qui est passionnant. Parce qu'on adore dessiner. Bah oui. Et dessiner à la main, c'est un plaisir. C'est un luxe. Hein. C'est un luxe et c'est un plaisir. Maintenant, c'est sûr que la journée d'un architecte, c'est pas que ça. C'est aussi rencontrer les clients, aller sur les chantiers, résoudre des questions, répondre. Et puis, alors, quand on crée une gamme de mobilier, il y a aussi la fabrication. Tout à fait. Il y a aussi la qualité, le suivi. Exactement. Qualité, alors, ça tombe très bien que vous en parliez parce qu'en fait, hier, on était en Italie chez un de nos artisans qui réalise les meubles de notre collection. Et on a été donc dans l'usine et on a vérifié les étapes d'avancement de la réalisation des meubles. Certains étaient terminés, d'autres étaient en cours de réalisation. Alors vous les fabriquez, oui. Même s'ils ne sont pas commandés ou vous attendez qu'ils vous soient commandés? Non, ça c'était des commandes qui étaient faites. Non, ils sont uniques. Chaque meuble, du fait qu'il est personnalisable, devient unique. Donc c'est pas du tout une production en série. Voilà, ils sont pas en stock. Pas du tout. Pas du tout. Ça serait contraire au... Quand on regarde votre site et qu'on choisit, on sait il va falloir le fabriquer. Ah, tout à fait. Tout à fait, oui. Il y a un délai de 2 à 3 mois à peu près pour le fabriquer parce que c'est une pièce unique, forcément. Et ça, avec le site, vous arrivez quand même à donner une idée de la personnalisation et du résultat que ça va donner? Oui, tout à fait. On arrive à le donner. Après, on est aussi, il y a aussi une plateforme en ligne qui distribue des marques de meubles de standing et qui distribue aussi la nôtre. Et qui a cette possibilité de personnaliser. Donc ça aide à se projeter. Après, nous, bien évidemment, on fait aussi ce qu'on appelle des images 3D. Quand c'est dans le cadre d'un projet global, on fait des images 3D où on peut montrer ce que donne un meuble dans son environnement. Il y a aussi ce côté-là qui est important. Oui, parce que alors, quand on choisit un meuble, et notamment vous parliez de buffets, de commodes, qui sont des meubles quand même, ça commence à prendre de la place. Hein. Bien sûr. Et donc, généralement, ça change. Enfin, on parlait de ce fameux appartement. Il y a une des chambres qui a été faite autour de la commode, en tout cas, qu'ils avaient décidé de garder. Bien sûr. Voilà. Ce sont des meubles qui prennent beaucoup de caractère. Comment on fait pour le replacer dans l'intérieur de ceux qui l'ont choisi, surtout si on ne le connaît pas? Parce que c'est bien, hein, moi je veux un truc vert avec des poignées blanches et puis finalement ça ne va pas du tout dans mon intérieur. Après, c'est notre rôle aussi de conseiller. C'est notre rôle. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, on intervient et on dit est-ce que vous pensez que ça, c'est la meilleure solution? On étudie. De toute façon, un projet de décoration, il est toujours... il est global. Quand je dis il est global, ça ne veut pas dire qu'il faut tout refaire. Attention, il y a des projets où on nous appelle et on nous dit clairement, et c'était le cas de l'appartement notamment que vous avez vu, où on peut nous dire, voilà, il y a telle et telle pièce de mobilier auquel je tiens. J'y tiens parce qu'il y a une histoire familiale derrière ou parce que tout simplement il me plaît et j'ai pas envie. Il y a des fauteuils qui ont été retendus. Exactement. En fait, c'est une composition. C'est-à-dire qu'on va partir, on va faire une sorte de listing de tout ce que la personne souhaite conserver et on va à ça venir twister certains meubles. C'est-à-dire que, comme on disait, voilà, il y a des meubles, par exemple, qui avaient des plateaux qui étaient... je prends l'exemple d'une petite table basse avec un plateau qui était un peu abîmé et qui donnait un côté peut-être un petit peu vieillot meuble. On a gardé les pieds qui étaient très intéressants et par-dessus, on a fait un plateau nouveau avec des teintes fortes, voilà, qui rappellent le reste de la déco. Donc, notre métier, c'est aussi de composer avec l'existant et d'en tirer le meilleur. Retapisser des sièges avec un tissu moderne, une bergère Louis XVI avec des dorures, mais un tissu très moderne. Et de suite, elle a une nouvelle vie. Elle a une nouvelle vie, oui. Mais tout ça, je vous écoute et je me dis, mais il y a tellement de savoir-faire autour. Vous avez des gens qui travaillent avec vous, qui font. Oui, tout à fait. Des ébénistes, des tapissiers, bien sûr, des partenaires de confiance. Ça se trouve encore, ça se trouve. Alors, malheureusement, c'est des métiers qui ont moins attiré les jeunes pendant une période. Ouais. Donc, il y a un petit trou. Il y a un petit creux et ça revient. Ça revient beaucoup, ces métiers d'art. Donc, quand on va effectivement dans les différentes usines, les quelques partenaires qu'on a en ébénisterie ou en tapisserie, on le voit qu'il y a à la fois les anciennes générations qui, eux, ont tout leur bagage professionnel. Et puis, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui apprend énormément de l'ancienne génération parce que c'est des métiers magnifiques. Quand vous retrouvez à sculpter à la main... C'est des métiers d'art. C'est des métiers d'art. Et nous, on a besoin d'eux.
Parce que dans notre métier, on a besoin pour réaliser ces meubles, pour les magnifier dans le cadre d'un siège ancien qu'on a retapissé. Et donc, c'est indispensable qu'ils survivent. Et heureusement, il y a une renaissance de ces métiers d'art. Parce que vous parliez de la clientèle. À Monaco, vous diriez que la clientèle est exigeante ? Oh oui. Oui, elle est exigeante et elle a raison de l'être. C'est normal aussi. On est sur des budgets importants, donc c'est normal que les personnes soient exigeantes. Et puis, c'est des personnes qui ont l'habitude de voyager. Donc, quand vous allez souvent dans des hôtels de luxe, quand vous arrivez chez vous, vous avez envie de retrouver le même confort et la même qualité. Vous normal. avez un niveau de finition que vous attendez Tout à fait, tout à fait. Et après, nous, ce qu'on va amener aussi, c'est des matières luxueuses, c'est-à-dire des matières que vous ne verriez pas partout. Je prends l'exemple en ce moment d'une villa qu'on est en train de refaire sur Roquebrune Cap-Martin et pour lequel on réalise des meubles sur mesure. Alors là, c'est même... Enfin, il y en a certaines de notre collection, mais là, c'est carrément certaines pièces qui ont vraiment été faites pour le lieu, avec des techniques qui sont vraiment de l'artisanat d'art, notamment une table basse et un meuble bar en marqueterie de paille. La marqueterie de paille, c'est une technique qui était ancestrale et qui est revenue un petit peu au goût du jour récemment, qui nécessite une haute technicité. Et il y a peu d'artisans qui le font aujourd'hui. On a été en rencontrer justement pour voir la qualité de leur travail. On a sélectionné celui qui nous paraissait le plus compétent et on est en train de faire réaliser ces meubles et ça nécessite effectivement beaucoup de temps parce qu'il faut un résultat final qui soit à la hauteur des dessins qu'on fait, quoi. Donc oui, il y a cette relation permanente entre le concepteur et le réalisateur. Elle est vraie sur les chantiers, comme on disait, on passe sur les chantiers, on suit, etc. Elle est vraie pour les meubles. Le réalisateur, c'est l'artisan, et donc il faut être en permanence en lien avec lui pour avoir une qualité. Alors, en vous écoutant, on se dit, ça doit être des journées bien remplies. Est-ce que malgré ça, vous êtes conforté dans votre choix de Monaco ? Ah oui. Oui, j'ai jamais regretté. C'est un endroit que... Ça fait combien ? Ça fait une petite dizaine d'années, un peu plus ? Ça va faire 14 ans. Ça fait 14 ans, oui. Bon, Monaco, c'est la maison maintenant. Ah oui, Monaco, c'est la maison, oui. Quand vous dites, où est-ce que vous êtes chez vous ? C'est ici ? Ah oui, c'est ici. Ah oui, tout à fait. Tous les deux, oui. Et bien maintenant, en plus, on a des enfants, on est installés, donc pour nous, c'est une évidence, Monaco. Et on n'a jamais regretté parce que c'est un endroit où on vit bien et où on peut, effectivement, professionnellement, avoir des opportunités qui permettent de faire le meilleur, faire un niveau élevé de qualité. Donc ça, c'est épanouissant aussi. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant ? Écoutez, souhaitez-moi le meilleur pour la suite. Non, ça c'est évident, mais si et là je vous disais, j'ai une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez là tout de suite ? Alors, qu'est-ce que j'aimerais ? J'aimerais refaire, j'aimerais avoir un projet d'un hôtel, d'un palace. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Ça, tout cet univers des... Oui, cet univers de ce qu'on appelle l'accueil. Hein, Exactement. Ouais. C'est quelque chose vers lequel on aimerait aussi se diriger. Donc, il y en a à Monaco, ça tombe bien. Il y en a, effectivement. Donc, voilà, l'appel est lancé. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Merci Geneviève de votre accueil. Merci.